Bonjour à tous et bienvenue à cette webconférence Actualité juridique, la troisième session du webinaire de ce trimestre qui va porter sur le 2% solidarité, sur la PUMA et sur la loi santé et tiers payants. Alors aujourd'hui nous recevons Pascal Alberola, qui est le directeur juridique en fait de l'assurance de personnes et qui est notre vedette habituelle sur ce webinaire. On a une pensée émue pour Florence Lamain qui est en vacances mais qui a participé, contribué au travail sur ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et nous avons la chance, au débouté, d'avoir obtenu la présence de Léa Prodesti, qui a travaillé sur le 2% solidarité, qui nous fera part de ces différentes remarques au fur et à mesure du webinaire. Donc bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Et je voulais juste vous prévenir avant de démarrer que si vous avez des questions, on va essayer d'y répondre tout au long de ce webinaire. Vous pouvez nous poser vos questions via la fenêtre de chat qui est en haut à droite de votre écran. N'hésitez pas à poser vos questions directement. Lise Rousseau, qui est à la manœuvre informatique et technique et qui peut éventuellement vous aider si vous avez des problèmes techniques, nous transmettra vos questions. On essaiera d'y répondre tout au long du webinaire ou à la fin. Voilà. Donc ce que je vous propose, c'est de démarrer dès à présent. Et puis, un petit rappel de l'ordre du jour. Donc on s'était dit que le 2% solidarité, peu de gens ont regardé encore le sujet. Les assureurs n'en parlent pas beaucoup, mais c'est un sujet qui peut avoir un impact sur la manière dont vous allez pouvoir utiliser ce nouvel outil au sein des entreprises. Donc c'est justement le travail sur lequel Léa a posé ses premiers regards et Pascal et Léa vont nous en faire une petite synthèse. Pascal n'a pas résisté à la tentation de nous faire un bon jeu de mots sur la PUMA qui bondit sur la santé. Je pense qu'on vous expliquera tout à l'heure pourquoi ce jeu de mots. On parlera également de la loi santé qui a émaillé les discussions à haut niveau l'année dernière, qui est sortie en fin d'année, et le tiers payant généralisé, donc on parle bien du tiers payant pour les médecins. Et puis Pascal nous fera un petit droit de réponse, droit de suite au webinaire précédent du trimestre dernier sur les dispenses de droits et les attestations, et en quelques mots il nous dira où nous en sommes et ce que nous attendons encore. Donc tout ceci étant dit, ce que je vous propose, c'est de démarrer et de commencer avec le 2% de solidarité, avec ces premiers regards que vous avez portés tous les deux sur ce qui se passe aujourd'hui sur le sujet. Pascal, tu veux peut-être démarrer sur le sujet? Oui, alors bonjour. Alors d'abord, remettre le sujet dans son contexte. De quoi parle-t-on? On dit 2% de solidarité parce que c'est le mot qui revient le plus facilement quand on parle de ceci, mais on parle quoi? On est dans une logique qui est issue de la généralisation de la complémentaire santé d'abord parce que il y a des frais de santé surtout au 1er janvier 2016, et qui est surtout issue de toute la grande problématique qu'on a eue avec les fameux organismes désignés. Je pense que vous avez tous suivi ces débats. Voilà, ce feuilleton, tout à fait. Donc il s'agit quoi? Il s'agit en fait les branches désignent des organismes pour gérer au départ la prévoyance, petit à petit de plus en plus les frais de santé. Ça a créé des tensions et il y a eu finalement une décision du Conseil constitutionnel qui a rendu inconstitutionnel le fait de désigner systématiquement des organismes assureurs par branche pour le risque frais de santé et pour tous les risques, ce qui remettait en cause le choix des entreprises et la libre concurrence. Il faut savoir que les partenaires sociaux avaient un petit peu anticipé ces problématiques et avaient dit, avec le législateur, c'était plus ou moins entendu, pour dire mais on va mettre en place des décrets sur la transparence, et puis de toute façon, quand on va organiser tout ça, en plus on va faire des actions de solidarité. À chaque fois qu'il y aura un organisme désigné, il y aura un fonds de solidarité créé par ces organismes, ceux ou ces organismes. Vous verrez, on va faire des décrets spécifiques, etc. Patatras, c'est tombé, il n'y a plus d'organismes désignés, il y a des organismes désormais seulement recommandés, ce qui n'est pas du tout pareil parce que ce n'est pas contraignant. Pour autant, toute la logique légale et réglementaire avec les obligations de transparence, mais également avec ce fonds social dédié à des actions de solidarité, a continué son petit bonhomme de chemin, mais associé cette fois-ci à des organismes recommandés. Et du coup, c'est un petit peu pour ça peut-être qu'on en parle moins, parce que c'est un petit peu moins le sujet. Les organismes n'étant que recommandés, du coup, on a peut-être un petit peu levé le pied sur ce sujet qui leur tenait pourtant tellement à cœur. Et c'est de ça dont on va parler, parce qu'on en parle assez peu. Et il faut savoir que dès lors que votre convention collective recommande un ou des assureurs, il y a obligation pour cette branche de créer un fonds
dédiées à des actions de solidarité et alimentées par cette fameuse contribution de 2% minimum. Et c'est ça qu'on va voir ensemble, de quoi il s'agit, parce que le décret finalement est assez simple, ne dit pas grand-chose. Si vous deviez retenir une seule chose de cette histoire de 2% de solidarité, retenez ceci: tout est dans la convention collective. La question à vos réponses est dans la convention collective. Et s'il n'y a pas de réponse, parce que parfois il n'y a pas de réponse, c'est qu'il y en a pas. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de texte légal qui viendra vous dire comment il faut faire. Normalement. Donc concrètement, en fait, depuis le 1er janvier 2016, certaines branches ont commencé à travailler sur un fonds, et c'est là où il faut aller regarder ce que la CCN prévoit, oui, mais certaines n'ont rien fait. Dès lors que vous avez un organisme recommandé, nécessairement, il y a des travaux qui ont été entrepris sur ce fonds et sur sa façon de le financer. Alors concrètement, quels sont les différents cas en fait? Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu des approches assez différentes d'une CCN à l'autre. Qu'est-ce qu'on a pu voir en fait sur le marché émergé? Alors, c'est le travail qu'a fait Léa, donc je vais lui laisser la parole à ce sujet, où on a pu voir. On va commencer d'abord par le financement, la façon dont on finance ce fonds. Mais d'abord, le fondement réglementaire et légal. Alors, vous pouvez trouver dans le décret du 11 décembre 2014, numéro 2014-1498, il s'appelle « Décret relatif aux garanties collectives présentant le degré élevé de solidarité ». Et il est aux articles 912-1 et -2 du Code de la Sécurité sociale. R 911. R, oui. Donc ça, c'est le décret qui était passé avec l'ancien projet de loi avant qu'il y ait l'invalidation par le... Mais qui reste toujours applicable, et donc c'est le fondement juridique, c'est vous recommandez un organisme ou des organismes, d'accord, mais dans ces cas-là, il faut créer un fonds de solidarité. Et il est alimenté comment? Alors là, c'est le premier point, il est alimenté par 2% de la prime ou de la cotisation qui est allouée au régime de frais de santé. Alors certaines branches ont essayé d'expliquer un peu ce que ça signifiait 2%. Ils sont restés sur une position assez claire, c'est on circonscrit la dépense à 2% de la cotisation isolée. Alors en fait ça dépend des CCN. Pour ceux qui ont cherché à circonscrire la dépense, ils le bloquent en précisant de la cotisation des salariés isolés, de la cotisation... Enfin, en gros, à partir du moment où il y a une mention qui peut préciser qu'on se cale sur ces 2% prévus par le décret et qu'on ne met pas un centime de plus, en général, c'est précisé dans les conventions. Oui, parce que le décret dit simplement 2% de la prime. Mais une fois qu'on a dit ça, quelle prime? Vous pouvez avoir des régimes avec une prime isolée et une prime obligatoire. Ça existe. Une famille obligatoire. Exactement, avec une participation de l'employeur. Dans ces cas-là, c'est 2% de la famille ou 2% de l'isolé? Eh bien, ce que vous dit Léa, et c'est la première famille de branches qu'elle a isolée, c'est que justement, certaines branches ont décidé de circonscrire la cotisation en disant, eh bien, ce sera uniquement 2% de cette cotisation-là. Ce qui prouve bien d'ailleurs que le législateur leur laisse le droit de le faire. Tout à fait. C'est 2%, mais ils vont définir en fait le cadre. D'autres sont allés un peu plus loin. Oui. Alors à l'inverse, d'autres ont proposé un financement qui est supérieur. On a notamment 3% ou alors pour le travail temporaire. On a aussi les architectes par exemple qui ont choisi de transférer une provision de 200 000 euros. Donc pour de base, amener dans ce fonds une somme importante et par-dessus ça, ils mettront 2% par la suite. Oui, parce que ces 2%, c'est un minimum. On vous dit, vous devez financer un fonds avec au minimum 2%. Et là, deuxième famille de branches, c'est certaines branches qui ont choisi de faire plus que 2%. Elles ont choisi par exemple 3%. Et puis il y en a certaines qui sont allées sur des assiettes un peu différentes. Exactement, puisqu'on vous dit 2% de la prime, on ne précise pas trop de quelle prime, eh bien il y en a qui ont dit, il faut faire au moins 2% de la prime santé. Eh bien nous, on va l'étaler, mais différemment. On va choisir 1% seulement, mais de la prime santé et prévoyance. Ils se sont assurés, je pense, en amont, que ce 1% de la prime santé et prévoyance était équivalent à 2% de la prime santé seule. Ils ont choisi une assiette différente, voire ils sont même allés jusqu'à 2%, toujours de la cotisation santé et prévoyance. Et on a aussi, par exemple, une espèce de participation bénéficiale, la convention collective des vins, cidres et jus de fruits, qui a dit qu'en plus des 2% de la cotisation, ils ajouteraient 5% des résultats créditeurs des régimes de prévoyance et complémentaires frais de santé de la branche. C'est-à-dire que si ils sont dans le vert, ils alloueront 5% de cette somme en plus à l'assiette. Ça, c'est intéressant. Donc on voit bien effectivement que chaque branche a essayé d'organiser par rapport à des discussions qu'elle pouvait avoir au sein de sa propre activité, des financements différents. Et puis il y en a même qui sont allés de manière un peu différente, c'est l'automobile par exemple.
Oui, l'automobile a été un peu innovante sur le sujet et a regardé le montant de la cotisation et a préféré mettre en avant une somme forfaitaire, plus facile à gérer, s'assurant que cette somme forfaitaire représentait au moins 2% de la cotisation. Et en l'occurrence, ils ont dit, nous, ce sera 2 €. Et en plus, ils sont allés encore plus loin, puisqu'ils ont précisé 2 € répartis entre le salarié et l'employeur, 1 € chacun. Et ces 2 € représentant au minimum 2%, dans ces cas-là, il n'y a pas de souci, et c'est plus simple à gérer, ils ont considéré que c'était plus simple à gérer. Donc on constate, si on regarde ce slide rapidement, que ça corrobore ce que j'ai dit en début, c'est-à-dire qu'il y a une certaine souplesse qui est laissée aux partenaires sociaux et aux assureurs pour organiser ce fonds, et que dès lors qu'on remplit au moins le minimum, c'est-à-dire 2% de la cotisation santé, c'est bon. Alors après, charge aux partenaires de définir cette cotisation. Est-ce qu'on inclut dedans également la prévoyance? Est-ce qu'on remplace ça par une somme forfaitaire? Est-ce qu'on va au-delà de 2%? Ou est-ce qu'on dit 2%, mais de quoi exactement? De quelle cotisation? Parce qu'il se trouve que dans mon régime, il y en a plusieurs. Eh bien voilà, les branches ont fait ce choix et ont réparti ainsi les définitions possibles. Alors, on était sur la partie mode de financement, en fait, pour voir comment les cotisations, entre guillemets, à ce fonds seraient, les contributions à ce fonds seraient calculées. Sur la nature et la gestion du fonds dédié, donc là, concrètement, comment ça va se passer? Alors voilà, maintenant on sait qu'on va avoir donc un flux financier qui va être prélevé, mais ce flux, il va où? Eh bien, globalement, les branches ont mis en place, toutes les branches ont mis en place un fonds spécial, un fonds dédié pour gérer ce financement. Alors, il y a des noms différents, Ouais. c'est tout le temps la même chose. Ça s'appelle soit fonds dédié, soit fonds de solidarité, soit fonds d'action sociale, fonds collectif. Voilà, c'est un fonds qui est géré par le ou les organismes recommandés. Si on a plusieurs, normalement, la branche explique comment ils s'arrangent pour gérer le fonds ensemble. La gestion de ce fonds est pour l'immense majorité confiée donc aux organismes recommandés, et toutes les CCN leur délèguent au moins la gestion technique et administrative. Alors, il y a quand même une chose, c'est que ce sont les branches qui conservent la main sur les orientations qu'elles veulent donner au sein des fonds. Avec, de ce que j'ai compris, dans le décret, 2 grandes possibilités. Alors, soit ils ont créé, on va dire, comme un chemin, une voie ferrée à suivre, ils ont créé un règlement. Donc, il y a un règlement qui a été établi entre la branche et le ou les organismes assureurs et qui explique comment on va gérer ce fonds. Soit ils n'ont pas pensé ou n'ont pas eu envie de créer ce règlement et ils ont créé quoi? Une commission qui sera chargée de suivre et de faire fonctionner ce fonds. Donc, il y aura plus de liberté, puisqu'il n'y a pas de règlement. Peut-être qu'elle fera le choix d'ailleurs de rédiger un règlement. En fait, sur cette deuxième catégorie, c'est plus, je pense, des gens qui des branches qui se donnent le temps de réaliser des études et qui, sur ces études, pourront par suite, en fonction des résultats, prendre les directions qu'ils souhaitent. C'est des gens qui n'ont pas souhaité se positionner et qui voilà, sont laissés un peu le temps de... Se laissent le temps de réfléchir et de voir comment ça va tourner dans le cadre d'une discussion plus légère et plus facile en fait au sein des commissions, Exactement. Plutôt que d'avoir un règlement extrêmement strict dès le départ. Oui, et qui collerait peut-être trop au réglement, au décret exactement. Là, on a peut-être une volonté de bien faire. Alors notamment le Syntex par exemple qui s'est dit que il allait plutôt travailler dans une discussion sociale au sein d'une commission plutôt que d'avoir un règlement d'emblée. Exactement. Mais alors, comment ça se passe pour les entreprises qui ont un assureur, qui n'est pas un organisme recommandé, mais qui appartiennent à une branche qui a recommandé un assureur Et oui, parce que c'est ce que j'ai dit en début, on n'a plus cette désignation. Donc je peux tout à fait aller ailleurs que chez le ou les organismes recommandés. J'ai fait ce que je veux alors avec mes fonds dédiés, j'organise comme je veux. Oui, et donc on peut même confier à un courtier le choix de choisir un autre assureur qui gérera mieux, qui aura les meilleurs résultats, etc. Donc oui, il y a encore un peu de liberté pour les entreprises. Il y a quand même certaines CCN qui ont prévu le cas et qui ont encadré les choses. Alors, justement, on a 2 sujets par rapport à ça. Si je ne suis pas chez l'organisme recommandé, soit ma CCN m'a dit vous n'êtes pas chez l'organisme recommandé, c'est pas grave, je vais vous dire comment vous allez gérer votre fonds. Soit vous avez, et c'est la majorité, la plupart des CCN qui ne disent rien. Et sur ces CCN qui ne disent rien, on observe 2 choses, 2 types de phénomènes. C'est plutôt pour celles qui le mentionnent. Ah, d'accord. Pour celles qui le mentionnent, parce que pour celles qui ne disent rien, on n'observe rien. Et pour celles qui le mentionnent, on peut observer 2 phénomènes. Soit l'entreprise qui n'est pas chez l'organisme recommandé se voit obligée par la branche de financer le fonds dédié de la branche, c'est-à-dire qu'en fait les 2%, on va y avoir un flux financier qui part de l'assureur qu'on a choisi vers le ou les assureurs recommandés, plus précisément vers leur fonds. Donc on prend des sous et hop, on les envoie dans le fonds. Donc on centralise en fait au niveau du fonds de la branche
géré par son assureur organisme recommandé, et l'argent va là-dedans. Et l'argent va là-dedans. En échange, le ou les organismes recommandés, si la convention collective l'a prévu, vous remet un justificatif qui vous permet de justifier que vous alimentez correctement le fonds et que donc vos salariés ont droit aux actions sociales de ce fonds, même si vous n'êtes pas chez les assureurs recommandés. Alors là, maintenant, on espère que l'honnêteté de la commission de suivi fera que les personnels qui sont chez les assureurs non recommandés auront un traitement égalitaire. Je pense que oui, mais si ce n'était pas le cas, ça se verrait, et je pense que ça pourrait être soulevé. Et donc vous alimentez, et vous avez en échange un justificatif quand c'est prévu. Ça peut paraître contraignant, mais après réflexion, je pense que c'est le plus simple pour les entreprises. Parce que finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne m'occupe pas de cette histoire, mon assureur et moi, on ne s'occupe pas de ce fonds, il existe, mes salariés en bénéficient, je n'ai pas besoin de créer mon fonds, j'ai simplement à transférer l'argent qui va bien, et voilà. Et concrètement, c'est mon assureur non recommandé qui va s'occuper de transférer l'argent vers le fonds. Alors, normalement, collègue. Oui. Normalement. Donc moi, entreprise, je n'ai rien à faire, si ce n'est à payer mes cotisations normalement. Exactement. Alors le deuxième cas de figure, c'est décide d'aller un peu plus loin et je vais mettre en place mon propre fonds, c'est ça? Alors dans ces cas-là, la branche ne prévoit pas qu'on alimente le fonds dédié. La branche dit, mais non, dans ces cas-là, si vous avez pris un assureur non recommandé, créez votre propre fonds pour mener vos propres actions sociales. Ça, c'est encore plus de liberté, ça peut convenir à certaines entreprises. On peut aussi considérer que c'est un peu contraignant parce qu'il faut se coordonner avec son assureur. Qu'est-ce que je fais? Je m'occupe de ça, il faut créer un fonds. Qui crée le fonds? L'assureur, l'entreprise? C'est pas très clair. Moi, je pense que c'est plutôt l'assureur qui va le créer. Je ne sais pas ce que tu en penses, Léa. Je pense que c'est l'assureur. Voilà. Qui crée ce fonds, quoi qu'il en soit, j'alimente le fonds. Et là, pareil, certaines CCN vont vous dire comment vous alimentez ce fonds, de la même manière que si vous aviez été chez l'organisme recommandé, ou ne disent rien. Et là, c'est à vous de plus ou moins vous organiser. On peut imaginer créer un règlement, on peut imaginer tout ce qu'on veut en fait. Parce que c'est pas évident, ça peut poser des questions. Si la convention collective dit il faut verser 2% de la prime, point, sans autre précision, et que vous n'êtes pas chez l'organisme recommandé, vous en avez pris un autre, et qu'il vous avez choisi une couverture supérieure, bien meilleure, qui rembourse mieux, etc. Elle peut coûter plus cher, mais elle rembourse mieux. Donc vous versez 2% de quoi? 2% de la cotisation si vous aviez été chez l'organisme recommandé, qui a une cotisation plus basse, ou 2% de la cotisation effective que vous payez vraiment, puisque vous avez choisi un régime supérieur. On peut se poser la question, ça peut être précisé. La convention collective peut dire par exemple 2% de la cotisation que vous payez, donc dans ces cas-là c'est clair. Ça peut être flou, 2% de la cotisation sans autre précision, ou ça peut être clair dans l'autre sens, ça peut être 2% de la cotisation prévue par le régime. Alors vous n'êtes pas dans le régime, vous êtes ailleurs. Bon, il faudra suivre une fois de plus. Comme disaient les Grecs, Deus est machina, sauf que là c'est du latin, donc comme disaient les latins plutôt, Deus est machina. Comme les Romains on peut dire. Voilà, exactement. Dieu est dans la machine, et bien la réponse est dans la convention collective. Si vous ne savez pas, regardez dans la convention collective. S'il n'y a rien, ne paniquez pas, ça veut dire que rien n'est prévu. Si rien n'est prévu, on s'organise. En fait, c'est une espèce de Far West, c'est-à-dire que tout au bout du territoire, on ne sait pas ce que ça va devenir, et puis progressivement, les branches vont commencer à structurer les choses progressivement. C'est un peu l'esprit de la réglementation, c'est de laisser la main aux branches, aux partenaires sociaux pour organiser les choses. Et il y a de fortes chances que, au vu des initiatives des uns et des autres, des points qui seront soulevés, qu'on va tendre vers une organisation un peu harmonieuse, où il faut s'attendre à ce que chacun reste un peu dans sa manière de fonctionner. On a un peu le sentiment que les gens ont mis des pansements quand même, notamment ceux qui ont repris l'exact terme du décret qu'ils ont mis dans leur CCN. Ensuite, pour ceux qui se sont laissés le temps de réaliser des études dans le cadre de leur branche et avec une volonté de mettre en place des actions plus ciblées, on peut penser que ensuite les uns vont influencer les autres et qu'on aura une évolution qui sera peut-être... voilà, on utilisera un peu mieux ce fonds que simplement comme une réponse à la réglementation. Voilà, alors, notamment d'ailleurs sur la nature des actions qui sont proposées, parce que on voit bien, si j'ai bien compris, que certaines branches sont allées un peu plus loin et d'autres se sont contentées de retranscrire le décret, quoi. Oui, on a vu en premier temps, j'ai un flux financier. Un mode de financement. On a vu dans un second temps, j'ai un fonds, c'est là où va ce flux financier. Et maintenant, j'en fais quoi? Je vais créer des actions de solidarité. Oui, parce que c'est quoi la solidarité en fait qui est prévue dans le décret? Eh oui, vaste question, qu'est-ce que la solidarité? Eh bien,
Première constatation que Léa a menée lors de son étude, c'est que la plupart des branches ne sont pas allées très loin. Elles se sont contentées de retranscrire le décret tel quel. C'est-à-dire qu'elles disent qu'il faut mener des actions de solidarité, lesquelles vous disent pas trop. Ou alors elles reprennent les exemples du décret, c'est-à-dire aider. Voilà, exactement. Un vrai copier-coller des termes du décret. Donc l'idée, c'est dans l'urgence, avant de commencer à réfléchir sur ces sujets, on retranscrit le décret dans les règlements qu'on fixe sur nos CCN. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça a été l'idée des rédacteurs, c'est ça. Et alors, il y en a quand même d'autres qui sont allés un peu plus loin, peut-être parce qu'elles avaient une expérience, qui ont proposé des actions un peu plus larges et plus précises que simplement l'idée du décret. Oui, parce qu'on a notamment des branches qui avaient déjà mené des études ou qui, dans le cadre de grands groupes, je pense à la pharmacie par exemple, avaient déjà mis des actions qui pouvaient rentrer dans le cadre de ce qu'on appelle maintenant le haut degré de solidarité et qui ont repris ou qui ont choisi de lancer des études sur ces thèmes-là, sur qu'est-ce qui, dans ma branche, à moi... a du sens. Voilà, exactement. Quelles sont les problématiques particulières qui peuvent être soulevées et auxquelles on pourrait répondre par ce financement-là. Alors, par exemple, vous souleviez des sujets liés à l'importance des populations d'apprentis ou d'alternants. Alors, je vois la manutention ferroviaire, les travaux connexes, ou le matériel agricole, ou le BTP, par exemple, qui, effectivement, sont des secteurs où... ce sont des populations importantes en fait en termes d'effectifs. Oui, les apprentis, les alternants sont des populations qui peuvent être importantes dans ces secteurs-là et qui sont un petit peu plus fragilisées que les autres. En général, ils ont des salaires moins élevés, voire pas de salaire, ça dépend du mode de fonctionnement. Et dans ces cas-là, la branche a considéré que c'était une action de solidarité de les aider à payer la cotisation du régime frais de santé, tout simplement. Donc on vise le financement, on va se servir des 2% issus de la cotisation de tout le monde pour financer la cotisation de ces personnels. Et puis d'autres approches sur des thématiques vraiment liées à chaque carte d'identité de branche. On a par exemple l'agriculture qui a pensé plutôt à la partie vieillissement de la population et le veuvage. Oui, parce que ça c'est très intéressant. Si beaucoup de branches ne sont pas allées très loin, certaines branches ont quand même fait l'effort de regarder ce qui était spécifique de leur secteur d'activité et ont essayé de proposer des aides et des actions de solidarité qui correspondaient aux besoins de la population. Par exemple, dans l'agriculture, on constate un vieillissement de la population, donc les femmes survivant aux hommes, également de nombreux veuvages, les femmes peuvent épuiser les hommes et les tuer assez facilement, et donc du coup, qu'a prévu la branche de l'agriculture? Eh bien des actions spécifiques pour le veuvage et pour le vieillissement de la population. Dans l'enseignement privé, par exemple, il a certainement été détecté par le secteur que c'était une zone d'activité soumise au stress et parfois à la violence, alors peut-être la violence des élèves ou la violence des parents d'élèves, je ne sais pas, ou des autres enseignants, voilà, tout à fait, ou des changements répétitifs des programmes, ça peut être une forme de violence, et donc du coup, dans l'enseignement privé, on a prévu des actions de solidarité spécifiques pour lutter contre le stress et la violence. Alors dans la branche paysage, on a plutôt mis l'accent sur l'arrêt de travail. On a mis l'accent sur l'arrêt de travail dans la branche paysage parce que les paysagistes sont des gens qui travaillent souvent à l'extérieur, qui peuvent porter des charges assez lourdes, donc on a certainement détecté qu'il y avait plus d'arrêt de travail qu'ailleurs. C'est pour ça qu'on a mené des actions spécifiques pour l'arrêt de travail. Alors sur la partie vin, cidre, jus de fruits, on est plus dans une approche RSE, c'est-à-dire ils produisent de l'alcool, ils se sont dit il faut lutter contre l'alcoolisme. Et oui, car il faut manger 5 fruits et légumes par jour, même sous forme alcoolisée finalement. Et donc peut-être que dans la branche jus de fruits et vin et cidre, on a décidé de mettre l'accent sur l'alcoolisme parce que c'est symbolique. Bizarrement, dans la branche du courtage, on n'a pas visé les actions d'alcoolisme, on aurait peut-être pu. Peut-être, oui, peut-être. À envisager, mais on n'a pas d'organisme recommandé. Non. Donc peut-être au sein de chaque maison de courtage, certains envisageront de mettre en place une action de solidarité particulière. Si on faisait une synthèse un peu de ces 2% de solidarité, ce qu'on voit bien, c'est qu'on a des flux financiers qui sont maintenant à peu près identifiés au sein de chaque CCN. Oui, si on doit résumer tout ce qu'on s'est dit jusqu'à présent. Premièrement, au niveau du financement, c'est assez clair. On sait à peu près comment on va récupérer ces 2% et comment on les identifie. 2% de quoi? Ça, c'est clair. Les branches ont bien travaillé sur ce sujet. Ce qui est moins clair ou qui est moins intéressant, c'est de constater que les branches n'ont pas été très imaginatives dans les actions elles-mêmes de solidarité.
Parce que souvent on vient me voir en me disant, ou on vient voir Léa, parce que c'est quand même elle qui a beaucoup travaillé sur ce sujet, même si elle est très timide, et on lui demande, mais c'est quoi les actions de solidarité de ma branche? Et en fait, il n'y a rien. Ils n'ont pas été, à part celles qu'on a citées, peu d'imagination, un peu frileuse. Est-ce que c'est parce que ne savaient pas quoi mettre? Est-ce que c'est parce que ça leur est tombé dessus un peu rapidement et il fallait vite trouver quelque chose? Probablement, très probablement, avec le temps, avec les commissions de suivi, vont commencer à émerger peut-être des idées un peu plus novatrices. En fait, on est plutôt à ce stade sur un cadre réglementaire expliquant ce qu'on va pouvoir faire, et puis on va déployer au fur et à mesure les actions plus précises, des plans, des programmes au sein de chaque branche. Exactement. Une préférence marquée quand même pour rester dans les termes du décret, donc prudence. Oui, une vraie tendance à coller au décret, vraiment, oui, comme je le disais, un pansement à on a une obligation qui nous tombe sur le coin du nez, hop, on y répond, quitte à copier-coller les termes exacts de ce qui est écrit dans les textes. En gros, on est bon élève, on reste exactement dans ce que le maître a dit. C'est ça, on se dégage bien de notre responsabilité et on dit que... Il faut être solidaire. Et par contre, et là on peut reconnaître quand même un vrai pragmatisme au législateur, une grande souplesse qui est laissée. Oui, finalement, retenez ça, c'est ce que j'ai dit au début, tout c'est dans la convention collective elle-même. Il y a une grande souplesse laissée quant à l'utilisation du fonds, quel type d'action, et puis même à la façon dont je l'alimente, en dehors du fait que je dois donner au moins 2% de la cotisation. Voilà. Chaque branche pourra gérer ses propres problématiques. Et donc c'est ce qu'on disait, hein, les orientations vraiment novatrices, les programmes un peu détaillés, il y a fort à parier qu'elles vont arriver progressivement. Oui, donc Léa continuera son travail de fourmi en regardant les CCN, mais même si chacun est, je rappelle à chaque chargé de clientèle, il doit surveiller lui-même les CCN de ses propres clients, mais la direction juridique regardera de temps en temps et fera une action peut-être un peu plus approfondie pour voir s'il émerge justement de ces groupes de travail des actions spécifiques. Alors on a quelques questions. La première d'entre elles, sur les 2% solidarité, est-ce qu'on est vraiment sur des actions orientées santé? Est-ce qu'on peut faire autre chose en termes de solidarité? Mais c'est même pas tant que ça dans les termes du décret orienté santé. Si le financement est issu de la santé et parfois de la prévoyance, quand on dit haut degré de solidarité, les actions qui sont mises en place, ça peut évidemment entrer dans le cadre de la santé, mais ça peut tout aussi bien être le financement, par exemple, de la taxe des apprentis. Ça peut être vraiment purement financier, ça peut être aussi, je sais pas, je pense à quoi, excusez-moi. Ça peut être autre chose que des actions de frais de santé directement liées aux opérations classiques de maladie. Donc on peut dépasser la prévention, on peut dépasser toutes les actions. Oui, tout à fait. En fait, il faut considérer du coup que ce 2% solidarité, c'est calculé sur les régimes santé, mais c'est à la main de la branche pour faire autre chose. Et ça peut être, je pense, excusez-moi, tout à l'heure, par exemple, pour des dossiers individuels, j'ai vu ça dans plusieurs CCN, de gens qui sont en difficulté et qui demandent l'allocation d'un petit pécule, d'une aide qui soit temporaire. Et pour du surendettement, des choses comme ça. Exactement. D'accord. Ça peut être vraiment, il faut entendre le mot solidaire dans le sens très large. Et là-dessus, une fois de plus, la main est laissée aux branches qui font, elles, le choix d'axer leurs actions sur de la santé ou sur autre chose. Exactement. Et la commission de suivi, la commission de gestion, comme toutes les commissions qui gèrent en général les fonds sociaux, étudient sur dossier et décident si oui ou non, elles vont mener une action de solidarité pour la personne qui fait une demande d'aide. Alors là, Pascal, Léa, on est dans un cadre qui s'organise, qui est le cadre de ma branche a recommandé un assureur. Mais ce n'est pas mon cas, moi entreprise. Oui. Mais je trouve que la dynamique est intéressante. Est-ce que je peux également mettre en place un fonds spécifique à mon entreprise? C'est pas du tout interdit de mettre en place un fonds spécifique. D'ailleurs, il y a des entreprises qui ont des fonds sociaux. Ceci dit, c'est toujours un peu compliqué parce qu'après se posent des problématiques de propriété. À qui appartient ce fonds? Est-ce qu'il appartient à l'entreprise? Est-ce qu'il appartient à l'assureur? Les grands organismes assureurs, que ce soit donc les mutuelles, les institutions de prévoyance ou même les assureurs eux-mêmes, on crée souvent des fonds d'action sociale avec des comités. Il vaut mieux, à mon sens, passer par ce fonds
plutôt que créer son propre fonds, parce qu'après, voilà, on rentre vraiment dans des données financières complexes, on sort de plus en plus de l'assurance. Et ça peut être un peu compliqué, parce qu'après, comment on alimente ce fonds, avec quelle somme, qui en est propriétaire, quand je change d'assureur, qu'est-ce qui se passe, vont se poser plein de problématiques. Je ne dis pas que c'est pas possible, mais je dis quand même attention. Compliqué. Maintenant, tu parlais des fonds sociaux des assureurs ou de manière plus générale des porteurs de risques, qui sont des fonds existants au sein de chaque assureur. Ça veut dire que mes fonds 2% solidarité vont remplacer ces fonds? Non, ils ne vont peut-être pas les remplacer, c'est autre chose, c'est le fonds de la branche. On parlait de propriété. Pour moi, ce fonds d'action là, social, ce fonds de 2% solidarité, il appartient à la branche. Il appartient à l'ensemble des salariés qui travaillent dans cette branche, plus qu'à l'assureur. C'est pour ça que c'est différent du fonds d'action sociale que pourrait avoir créé l'assureur, qui est un fonds mutualisé, mais qui est vraiment à la main de l'assureur. Là, c'est à la main de la branche. C'est la branche qui va participer avec l'assureur, certes, mais qui va participer à son fonctionnement, qui va être intégré dans, probablement, en tout cas, si le règlement le prévoit, et il peut tout à fait le prévoir, dans le comité de suivi, de gestion, et puis même le comité lui-même d'action sociale qui détermine sur le dossier qui reçoit l'aide ou ne la reçoit pas. Très bien. Je crois qu'on a fait le tour des questions sur le 2% solidarité. En tout cas, bravo Léa pour ce panorama, ce premier regard sur ce sujet qui est intéressant en fait en termes d'analyse du marché. On voit bien que le législateur a laissé toute liberté aux branches pour s'organiser et que du coup c'est très libre et que le panorama des perceptions est très large. Donc à suivre, j'imagine, dans les mois qui viennent sur ce que tout ça va devenir. Oui, à suivre sur les travaux des commissions et qu'est-ce que va devenir ce produit qui pourrait être intéressant. Donc du coup, dès à présent, sachez que, chers clients, qu'on essaiera de vous fournir des éléments au fur et à mesure par rapport à vos propres CCN pour alimenter vos réflexions et voir comment éventuellement on peut travailler dans le cadre de ces fonds 2% solidarité. On en finit donc du coup avec ce 2% solidarité. La Puma bondit sur la santé. Alors, beaucoup d'humour, Pascal. Explique-nous tout ça. C'est très sérieux. Est-ce qu'on attend cette illustration? Alors, j'ai cru comprendre que tu aimais les animaux et les chats. Oui, tout à fait. J'aime bien tout ce qui est félin. Et donc, du coup, pourquoi la Puma? Alors, Puma, ça veut dire protection universelle maladie. La Puma bondit sur la santé. Pourquoi bondit? On va le voir tout à l'heure, parce que ça a l'air d'avoir pas trop grand chose à voir avec notre activité, mais finalement, sur certains de nos contrats, ils vont être saisis à la gorge par cette Puma et maintenus au sol avec vigueur. Il va falloir peut-être trouver une manière de s'en sortir. Alors, d'abord, concrètement, ce que c'est que cette Puma? Expliquons la Puma. Ouais. Alors, la Puma, ça a été voté à la fin de l'année dernière. Ça s'applique entre le début de cette année jusqu'en 2019. Ça va s'étendre petit à petit, jusqu'au 31 décembre 2019, même plus précisément, et ça a pour objectif de remplacer petit à petit la CMU, la couverture maladie universelle. Il faut remettre les choses dans leur contexte, comme on fait toujours. La sécurité sociale, on a l'habitude maintenant de penser que c'est un système universel. La sécurité sociale, quand elle a été créée, était un système qui ne visait que les salariés. Petit à petit, on l'a étendu à l'ensemble de la population française par divers mécanismes, notamment par la couverture maladie universelle. La Puma, c'est un petit peu l'aboutissement de cette transformation de la sécurité sociale. La Puma, protection universelle maladie, c'est le système qui permettra à tout le monde d'être couvert. Il suffira à terme d'être soit de travailler en France, soit de résider en France, pour être bénéficiaire de la sécurité sociale. Et là, tout de suite, si vous connaissez un peu le système, vous voyez exactement de quoi il s'agit. Pourquoi? Parce que quand vous étiez salarié autrefois, il fallait justifier d'un certain temps de travail pour avoir vos droits de sécurité sociale ouverts. Si vous partiez à l'étranger parce que vous étiez expatrié et que vous étiez dans un pays qui n'a pas de lien avec la sécurité sociale française, qui n'a pas créé d'accords bilatéraux, ça existe, quand vous reveniez en France, bien, vous n'aviez plus de droits et vous étiez à la couverture maladie universelle, à condition de monter votre dossier, de faire des échanges de papiers réguliers. C'est un petit peu compliqué. La Puma devrait normalement remplacer ça à terme et faire en sorte que, résidant en France ou travaillant en France, j'ai la protection maladie tout de suite. Donc c'est moins de paperasse, moins de difficultés et c'est une couverture encore plus large que ce qui existait jusqu'à présent. Alors du coup, ça annonce aussi la fin de la CMU. Ça annonce effectivement la fin de la CMU à échéance 31 décembre 2019 parce que la Puma va s'appliquer, on va dire, de manière
sur du long terme entre aujourd'hui et la fin de l'année 2019 parce qu'il y a plein de problématiques qui évidemment sont cachées derrière cette idée qui a l'air assez simple. Alors du coup, ça vient frotter un peu le terme ayant droit, auquel on était habitués, nous notamment dans l'assurance collective. Et oui, c'est pour ça qu'on en parle, et c'est là qu'il va y avoir une problématique qu'il fallait éclairer aujourd'hui pour nos contrats d'assurance. Nous avons de nombreux contrats, enfin quelques contrats d'assurance avec des grandes entreprises qui, de manière sociale, dans une vision sociale, souhaitaient avantager les personnes qui étaient ayant droit sécurité sociale. De quoi s'agit-il? Vous pouvez avoir des personnes qui ne travaillent pas, mais qui sont bénéficiaires de la sécurité sociale au titre de leur conjoint, par exemple, et qui sont donc ayant droit majeur, et qui donc bénéficient de la sécurité sociale à ce titre. Or, la grande nouveauté avec la PUMA, et c'est déjà applicable mais uniquement pour les nouveaux cas qu'on créerait, pas pour les cas existants, la grande nouveauté de la PUMA, c'est que va disparaître la notion d'ayant droit au sens de la sécurité sociale. Il n'y aura plus d'ayant droit majeur au sens de la sécurité sociale. Pourquoi? Parce que justement, le simple fait de résider ou de travailler en France vous donnera bénéfice et ouverture de tous les droits sécu. Donc ne restera effectif que la notion d'ayant droit mineur. Oui, la notion d'ayant droit mineur est maintenue dans le Code de la sécurité sociale à l'article L160-2. En revanche, c'est pour les majeurs que ça prend fin. Alors du coup, c'est un peu compliqué pour nous parce qu'on avait certaines entreprises qui avaient décidé d'aider un peu ces ayants droit à charge au sens de la sécurité sociale, c'est le terme qu'on utilisait de manière assez régulière. Et du coup, ce terme, il disparaît parce qu'il n'a plus de réalité dans les systèmes de la sécurité sociale. C'est ça qu'il faut comprendre? Eh bien oui, la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2016 commence à partir donc de l'année 2016 va influer sur nos contrats puisque effectivement on ne pourra plus, si vous avez un contrat qui définit une cotisation X pour les salariés, Y pour leur conjoint et puis Z pour leur conjoint à charge, au sens de la Sécu, comment faire pour déterminer que ces conjoints sont bien à charge de la Sécu, puisque demain, cette définition n'existera plus. Donc si je comprends bien, ce n'est pas un problème réglementaire, c'est un problème opérationnel. C'est un problème purement contractuel, ça n'a rien à voir avec un problème de contrôle l'URSSAF, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver, etc., ni un problème de conformité à quoi que ce soit, ça va être un problème d'application de votre contrat. On ne pourra plus appliquer votre contrat. Alors ça ne veut pas dire que les personnes qui sont aujourd'hui à charge au sens de la Sécu ne le sont plus, par exemple là le 6 avril, elles le sont toujours. C'est si demain, suite à un mariage ou quelque chose d'équivalent, le PAX ou un retour, comme j'ai dit tout à l'heure, un retour d'expatriation, etc., une personne est sans droit et veut être ayant droit majeur, nouvellement, c'est plus possible. Nouvellement, ce n'est déjà plus possible. Ne sont acceptés que les anciens cas qui continuent d'exister jusqu'en 2019. Et dès aujourd'hui, on ne peut plus créer de nouveaux cas. Donc comment on fait pour nos contrats? Donc en fait, concrètement, ce qu'il faut voir, c'est que même si votre contrat le prévoit, nous, grâce à vous, on sera dans l'impossibilité d'identifier, de pouvoir demander le bon justificatif pour pouvoir appliquer le bon tarif. Oui, parce que ça n'apparaîtra plus dans le flux Noémie dont nous sommes destinataires, et donc on ne sera plus qui est ayant droit au sens majeur, hein, j'entends. Et donc, en fait, votre opinion, vous, direction juridique de Grâce à Voix, c'est de dire qu'il faut arrêter cette distinction. Oui, alors tout de suite... Mettons fin au pauvre agneau et laissons la PUMA le finir, en fait. Et oui, je pense que là, on ne pourra pas échapper aux griffes acérées et à la mâchoire de fer du PUMA. Et donc, je pense qu'il faut cesser de créer, en tout cas, préconisation de la direction juridique, parce que la direction juridique, elle a une approche pratique, mais elle n'a pas une approche toujours terrain, même si on essaie d'être le plus près possible du terrain. Il peut y avoir des entreprises qui souhaitent absolument conserver ce mécanisme, parce qu'elles ont négocié avec leurs partenaires sociaux, etc. Ça, je l'entends. Quoi qu'il en soit, moi, je vous dis en tant que juriste, dès aujourd'hui, je préconise de cesser la mise en place de nouveaux régimes qui prévoient une telle distinction. Ne créons plus de contrats avec ayant droit au sens sécu, ayant droit majeur au sens de la sécu, puisque ça n'existera plus. Donc on ne va pas savoir faire, ne les créons plus. Par contre, sur les régimes existants, vous aviez déjà réfléchi à d'autres solutions? Oui, on a essayé d'imaginer, on a des pistes de réflexion menées parfois avec les assureurs, mais aucune, je vous dis tout de suite, aucune n'est parfaite. Aucune ne remplira exactement le même périmètre. On a commencé à imaginer ayant droit au sens fiscal. Pourquoi pas remplacer sens social par sens fiscal? Après tout,
Tout simplement parce que la définition exclut les conjoints. C'est un peu problématique puisque c'est souvent le conjoint qu'on veut viser, puisque les ayants droit mineurs existent encore. Alors on s'est dit, oui, mais alors on pourrait voir la notion de conjoint, mais qui n'exerce pas d'activité professionnelle. Ça se voit sur l'impôt sur le revenu, mais en même temps, c'est pas parce qu'on n'exerce pas d'activité professionnelle qu'on n'a pas de revenus. On peut avoir des revenus parce que on est héritier d'un grand patrimoine immobilier ou qu'on a d'autres formes de revenus que le salaire. Et donc du coup là, on va à l'encontre totale de l'idée de ceux qui ont fondé ces régimes, c'est-à-dire d'avoir une action sociale, puisque là on pourrait aider des personnes qui n'ont pas besoin d'être aidées. Donc, et puis accessoirement, sur le plan opérationnel, le justificatif qu'on demanderait, c'est la déclaration d'impôt sur le revenu, qui est quand même un sujet un peu, un peu sensible pour les salariés. Donc si vous voulez, c'est un petit peu compliqué. Et ces pistes ne permettent pas de retrouver la distinction de conjoint à charge, non à charge au sens de la Sécu. Il n'y a donc pas de solution juridique satisfaisante à ce jour pour ce problème. C'est pour ça que même pour les régimes existants, je vous invite à en parler à vos clients, à essayer de voir si on ne peut pas les transformer, sachant que ce n'est pas une problématique vraiment réglementaire, c'est une problématique contractuelle. On pourrait faire évoluer ce problème simplement par système d'avenant. On pourrait même imaginer que dans l'engagement social, parce que l'entreprise a peut-être pris un engagement social qu'on ne peut pas modifier par une DU ou un accord, mais que l'engagement social ne définit pas l'ayant droit, il dit simplement pour les ayants droit, et puis les ayants droit sont définis dans le contrat. Le contrat, ça se modifie. Donc, l'autre bonne option, c'est d'utiliser peut-être le 2% solidarité pour financer, accompagner ces populations-là. Pourquoi pas, je n'y avais pas pensé, mais dans le cadre de commissions qui potentiellement pourraient étudier les dossiers. Donc concrètement, la PUMA, c'est pas qu'elle bondit sur la santé, c'est qu'elle est en train de mettre à mort ce dispositif d'ayant droit au sens Sécu. Oui, mais c'est un dispositif qui est vraiment à la marge de l'ensemble de nos dispositifs. La plupart de nos contrats ne comprennent pas cette distinction. Mais il nous a été relevé certains contrats qu'on nous a ramenés en disant mais qu'est-ce que je fais avec mes ayants droit au sens de la Sécu, trouve-moi une solution magique, toi responsable juridique. Et ben non, il n'y a pas de solution magique, on ne peut pas. Alors, dans le cas de la PUMA, nous avons une question. Nous avons un client dont les effectifs sont souvent des impatriés, c'est-à-dire des travailleurs d'origine étrangère, mais qui viennent travailler en France pour une durée importante. Ils sont, eux, donc clairement déclarés, donc ils sont affiliés à la Sécurité sociale française. Quid de leurs ayants droit, des enfants et des conjoints éventuels, ne travaillant pas en France, mais résidant en France? Eh bien, à ma lecture du texte sur la PUMA, il suffit d'être résident en France pour en bénéficier. Donc le conjoint, la personne étrangère qui travaille en France, elle travaille, donc elle a droit à la sécurité sociale, ça c'est normal. Son conjoint réside en France, donc il aura droit et sera pris en charge au titre de la PUMA. Donc il devra se déclarer auprès de la sécurité sociale pour obtenir un numéro. Très bien, je pense qu'on a fait le tour sur la PUMA. Tu voulais revenir sur la loi santé, dont on a parlé longtemps en 2015 parce qu'elle a mis du temps à sortir, et puis de l'impact sur le tiers payant généralisé qui avait, si j'ai bonne mémoire, Pascal, tu vas nous le redire, un peu énervé certains praticiens et certains professionnels de santé. Oui, alors la loi santé, la loi de modernisation de la santé du 17 décembre 2015, donc ça aussi c'est assez récent, a parmi ses objectifs la généralisation du tiers payant. Ça a mis les praticiens en colère parce qu'en fait, ils considèrent que, ça veut dire quoi en pratique? Ça veut dire que les patients iront voir leur médecin, parce que le tiers payant sera généralisé à toutes les actions. Les patients iront voir leur médecin. Dès lors qu'ils ont une carte vitale, ils ne feront plus l'avance des frais, il n'y aura plus rien à payer. Tout sera pris en charge directement, à la fois par la sécurité sociale et ensuite par la complémentaire santé. Pour les médecins, c'est un peu la crainte d'être complètement, parce qu'on est piloté par celui qui paye, c'est un petit peu la crainte d'être complètement piloté par la Sécu et qui en plus pourrait avoir des délais de remboursement à rallonge, ou de prise en charge à rallonge, pardon. C'est que vous êtes médecin, vous travaillez, vous avez des patients, vous êtes payé avec le lance-pierre quand on a envie de vous payer. Et en plus, on peut vous dire, mais si tu veux que je te paye, il va falloir que tu fasses comme je te dis. C'est un petit peu la crainte des médecins. Ce système, donc c'est pour ça qu'on entend beaucoup parler de mobilisation dans le monde médical, donc ce système est encore débattu. Donc comme je vous ai dit, généralisation du tiers payant à la fois pour la prise en charge, qui est déjà la prise en charge Sécu, mais également pour la partie complémentaire qui pourrait viser à la fois le ticket modérateur, parce que je rappelle la Sécu va payer sur la base, sur une base sur laquelle elle va appliquer un pourcentage va rester à votre charge, c'est le ticket modérateur, et le praticien peut lui faire des dépassements d'honoraires, et c'est ce que paye votre complémentaire santé, elle va payer à la fois les dépassements d'honoraires s'ils existent,
et le ticket modérateur qui est à votre charge. Donc tout ça devait être pris en charge par tiers payant, mais immédiatement, premier bémol, le Conseil constitutionnel en début d'année, en janvier 2016, a pris une délibération, a décidé que non, il n'y aurait pas à censurer l'obligation de tiers payant pour la partie complémentaire, en expliquant que ce n'était pas possible, qu'il n'y avait pas assez de mesures protectrices pour les médecins, qu'il n'y avait pas de pénalité qui était prévue en cas de retard, etc. Donc ça a été censuré la partie complémentaire. Donc déjà, le texte a pris un peu de plomb dans l'aile parce qu'on vous dit vous allez voir votre praticien, vous n'allez rien payer, ben là vous allez payer le ticket modérateur et les frais réels et les dépassements d'honoraires, s'ils existent. En revanche, n'a pas été censurée la partie pure sécu, ce qui signifie qu'aujourd'hui, enfin on va vous expliquer le calendrier parce que ce n'est pas encore en place, à partir de juillet 2016, et ça s'étend jusqu'à la fin de l'année 2017, il y aura donc progressivement un tiers payant sur la partie sécu. Donc tout sauf le ticket modérateur et les dépassements d'honoraires. Alors quel est le calendrier de mise en place? Donc 1er juillet 2016, on va démarrer avec deux types de patients. Oui, on va commencer à partir du 1er juillet 2016, c'est dans quelques mois, donc c'est pas encore applicable, le tiers payant sur la partie sécu uniquement, pour les patients atteints d'ALD, c'est-à-dire d'affections longue durée. Donc le diabète, l'hypertension, des choses comme ça. Oui, et pour les soins relatifs, uniquement pour les soins relatifs à ces affections. Parce qu'on peut être atteint d'ALD, et c'est pas pour autant qu'on aura un tiers payant pour d'autres maladies. Et également les bénéficiaires de l'assurance maternité, qui vont bénéficier de ce tiers payant. Alors attention, le mot-clé, c'est pourront. Il n'y a pas d'obligation. On peut commencer à mettre en place le tiers payant à partir du 1er juillet 2016. Parce que ce calendrier, il s'applique d'abord aux professionnels les médecins. Oui. C'est-à-dire que c'est à eux de se mettre en ordre de marche pour appliquer ce calendrier. Oui, avec une multitude d'assureurs, de gestionnaires, donc c'est un peu compliqué, c'est pour ça qu'ils ne sont pas très contents. En revanche, à partir de la fin de l'année 2016, 31 décembre 2016, là, c'est plus pourront, c'est devront, mais uniquement toujours pour ces personnes, c'est-à-dire l'ALD et la maternité. Donc en fait, il faut lire les choses en disant que les médecins pourront accorder un tiers payant aux patients atteints d'ALD ou maternité à partir du 1er juillet, mais ils devront le faire le 1er janvier 2017. Oui. Et après, 1er janvier 2017, toujours, là, on passe sur l'autre strate de population. Voilà, alors là, on a décidé d'appliquer, de rentrer progressivement l'ensemble des personnes dans ce tiers payant. Cette fois-ci, ce seront tous les assurés qui pourront, toujours le mot-clé, pourront bénéficier de cette dispense d'avance des frais, mais uniquement sur la part prise en charge par l'assurance maladie. Rappelons ce que j'ai dit au début, la partie TM et enfin, globalement la partie prise en charge par les complémentaires a été censurée. Donc sur la partie sécu, à partir de 2017, tout le monde en France pourra bénéficier du tiers payant, mais c'est pourra, c'est pas devra. Et devra, ce sera finalement le 30 novembre 2017, où là, en revanche, le tiers payant sera vraiment généralisé et obligatoirement généralisé pour tout le monde, à la fois pour tout type de maladie, aussi pour tout type de personnes. Alors, on est quand même sur un fonctionnement un peu bizarroïde avec cette loi, parce que tu nous dis ça avait été prévu pour être à la fois la partie régime général et la partie complémentaire, oui. Mais il y a des scories qui sont restées suite à la fameuse décision du Conseil. Oui, alors il y a aussi un sujet qu'il faut suivre de près, c'est que si le Conseil constitutionnel a invalidé l'obligation de tiers payant pour la partie complémentaire, il reste dans certains textes, notamment les textes relatifs au contrat responsable. Vous savez, ce fameux contrat responsable qui nous a tellement occupés en 2015 et dont on pensait s'être débarrassé, eh bien non, il reste encore un petit truc. On nous dit encore, il y a encore des textes qui nous disent que pour être considéré comme responsable, un contrat devra prévoir obligatoirement le tiers payant à horizon 2017, si je me souviens bien, donc c'est pas encore tout de suite, c'est à horizon 1er janvier 2017, à la fin d'année. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'effectivement, on a dit à l'ensemble de nos clients qu'il était très important de garder le caractère responsable de son contrat, parce que qui dit contrat responsable dit avantages sociaux et dit également taxes minorées. Je rappelle qu'un contrat complémentaire d'entreprise, s'il est collectif, s'il est obligatoire et s'il est responsable, la part patronale qui sert à financer ce contrat n'est pas soumise à charge sociale. Il y a simplement un forfait de 8%. Et l'écart à prestations égales est d'environ 20% de charges supplémentaires pour l'employeur. Sur un contrat non responsable. Et par ailleurs, en plus de ça,
il y a aussi une taxe spécifique qui passe à 14% au lieu de 7% si le contrat est responsable. Donc on se rend compte qu'il y a une énorme pénalité fiscale et sociale si votre contrat n'est pas responsable, donc il faut absolument conserver des contrats responsables, c'est d'ailleurs le but de ces pénalités. Conclusion, si on ne nous corrige pas vite fait cette obligation de prise en charge du tiers payant pour garder le contrat responsable en 2017, eh bien, on devrait se retrouver avec l'obligation, bien que le Conseil constitutionnel a invalidé au niveau de la loi santé l'obligation de prise en charge, on pourrait re-rentrer par la fenêtre, là où on a été éjecté par la porte, et à nouveau revoir arriver le tiers payant en 2017, mais à mon avis, ce n'est pas possible, puisque le Conseil constitutionnel a dit que c'était inconstitutionnel. Donc, obligatoirement, si on se retrouvait avec cette obligation, je pense qu'il y aurait des hurlements et puis surtout de grosses difficultés opérationnelles, parce que autant il y a un organisme collecteur que peut être la Sécu, autant sur la partie complémentaire santé, il y a multitude d'opérateurs et il n'y a aucune offre existante aujourd'hui sur les tiers payants vis-à-vis des médecins. Alors en pratique, comment ça va fonctionner? Je vais chez le médecin, tout se passe bien, j'ai rien à donner. Alors en pratique, le paiement aux professionnels de santé sera pris en charge uniquement sur la part Sécu à partir du moment où le patient a utilisé sa carte vitale. Alors comme il y a eu des problématiques suite au fait que les médecins craignent que la sécurité sociale les paye quand elle en dit, il y a eu un engagement gouvernemental qui est venu dire que le paiement aux médecins sera fait dans les 7 jours. Alors on attend le décret qui va rendre obligatoire cet engagement, mais a priori ça a l'air sérieux. Donc effectivement là, du coup, ça rassure un petit peu la profession médicale, et même encore mieux, si ce délai n'est pas respecté, le même décret envisagerait des pénalités qui seraient versées par la Sécu auprès des médecins parce que la Sécu n'aurait pas tenu ce délai. Donc ça c'est plutôt intéressant, ça va dans le sens des médecins, intéressant si on est médecin, pas si on gère les comptes de la Sécu, parce que ça les rassurerait un peu. Et par ailleurs, le même décret prévoirait aussi d'autres cas où on pourrait bénéficier du tiers payant alors qu'on n'a pas sa carte vitale. Mais dans ces cas-là, ce cas sera encadré, on dirait quel type de documents il faut fournir, etc. Donc ça, c'est des textes qu'on attend et qui viendraient nous expliquer en pratique comment va fonctionner ce tiers payant généralisé. Alors, on a une première question ça concerne tous les médecins, les médecins qui sont conventionnés secteur 1, secteur 2, CAS, non-CAS, ou les médecins qui sont non conventionnés. Ça s'applique à toute la profession, sans distinction? Alors, j'ai pas regardé de près ce point, mais je pense que oui, je vérifierai tout à l'heure, mais à ma connaissance, oui, ça s'applique à tout le monde. Alors, mais je vous dis ça avec, je garde une réserve parce que je ne l'ai pas vérifié spécifiquement. Si on revient un peu sur le tiers payant généralisé, c'est quand même quelque chose qui existait avant. Oui, ça existait déjà en fait, le tiers payant uniquement dans le cadre de la CMU-C, pas de la CMU, la CMU complémentaire, mais également dans le cadre de l'aide à la complémentaire santé. Donc c'est quand même pas, on n'est pas quand même en terrain complètement sauvage. Normalement la sécurité sociale sait à peu près où elle va sur ce sujet, c'est pour ça qu'elle pense que c'est une bonne idée d'étendre le tiers payant. Alors c'est vrai que, pourquoi on fait ça? Il y a quand même, ça ne sort pas du chapeau. Il a été constaté qu'il y a de nombreuses personnes qui ne bénéficient pas de soins de santé parce qu'elles ne veulent pas faire l'avance des frais, c'est trop problématique pour elles en termes financiers, et donc ça crée des disparités fortes pour l'accès aux soins, qui est quand même fondamental en France, ça fait partie, parce que la France est une république sociale, marquée dans la Constitution, donc ça crée une problématique qui a été identifiée et qu'on veut régler via ce tiers payant généralisé, donc ça part d'une très bonne idée. Cependant, ça peut être compliqué dès lors qu'on l'étend de manière générique, et en plus de ça, il y a des cas qui ne sont pas prévus. Il y a des problématiques techniques qui n'ont pas été envisagées par les textes à ce jour. Par exemple, comme vous le savez, dans le cadre du parcours de soins coordonnés, quand vous êtes remboursé, vous avez 1 euro forfaitaire à votre charge systématiquement. Vous pouvez être remboursé par la sécurité sociale, mais il y a toujours 1 euro forfaitaire à votre charge. Quid de cet euro forfaitaire? Si je vous dis qu'il y a tiers payant généralisé, si l'idée c'est de dire je ne paie rien, genre mon médecin je ne paye rien, mais l'euro forfaitaire je le paye comment? Je pars et puis je laisse 1 euro sur la table de mon médecin et je m'en vais. Probablement, ça ne se passera pas comme ça. Probablement, il n'y aura rien à payer effectivement. Alors, comment récupérer cet euro? Est-ce que la sécurité sociale, sur le remboursement suivant, vous défalquera 1 euro? Probablement. Ou est-ce que vous retirera 1 euro sur votre compte bancaire? Possiblement. Je n'en sais rien. En tout cas, ce n'est pas prévu. Il va falloir le prévoir. Donc, il y a ce sujet-là. Il y a le sujet dont on parlait juste avant, c'est le tiers payant complémentaire. Oui, parce que là c'est encore un grand flou. Oui, parce que si l'idée c'est de dire je veux permettre aux personnes pour qui c'est un problème de faire l'avance de frais, d'avoir un accès aux soins plus large,
Si dès lors qu'il reste le ticket modérateur à leur charge, voire le dépassement d'honoraires, je casse un peu l'idée de mon tiers payant généralisé. Et puis avec un calendrier qui paraît quand même très ambitieux, parce que se dire qu'au 1er janvier 2017, tous les médecins auront leur petit terminal carte vitale installé, alors que beaucoup ont lutté contre ça pendant des années, ça pose quand même des questions sur la faisabilité de la mise en place de cette réforme. Eh ben oui, ça pose des questions, mais c'est un petit peu dans la suite logique. Je ne sais pas si vous avez su, je pense, Bertrand, quand tu as suivi les derniers événements. Certainement. Voilà. Et on constate quand même que depuis 2014, 2013, on y va un peu à la hussarde. Hein, c'est paf, 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 les uns après les autres, les textes tombent, et il faut y aller vite. Et on a eu la loi de sécurisation de l'emploi, on a eu la modification de la portabilité, on a eu la généralisation de la complémentaire santé, on a eu le contrat responsable qui a été bouleversé, on a eu les organismes recommandés qui ont été également bouleversés. Donc ça fait énormément de textes à appliquer en même temps, énormément de choses à digérer, et il faut faire ça dans un délai en fait, qui est assez martial. Et là, quand même, suspense, hein, parce que est-ce que ça va bien se passer côté médecin? Est-ce que les organismes complémentaires vont pouvoir se mettre en ordre de marche et puis le vrai pour appliquer les dispositions au 1er janvier 2017? C'est dans 6 mois. Oui, et le vrai suspense, le pourquoi de ce pictogramme suspense, moins que comment vont se débrouiller les médecins, comment vont se débrouiller la sécurité sociale, ce qui est fondamental, hein, mais qui n'est pas notre problème à nous, parce que nous, on est courtier en assurance et on est là pour défendre les intérêts de nos clients. Le vrai suspense, c'est surtout cette histoire de contrat responsable. Est-ce que je vais vraiment, cette scorie sur les contrats responsables va vraiment disparaître et que donc je serai tranquillisé au 1er janvier 2017 si ma complémentaire santé ne prévoit pas le tiers payant, je garderai mon caractère responsable, ou est-ce qu'on va la laisser et là, qu'est-ce que je fais? Il faudra qu'on sache assez vite ce qu'il faut faire, parce que s'il faut monter du tiers payant généralisé avec l'ensemble des professions médicales très rapidement pour le 1er janvier 2017, alors que rien n'est prévu à ce jour, ça va être très compliqué. Alors, on parle de suspense. Il y en avait un qu'on avait ouvert aussi à notre dernier webinaire, c'était quid de la suite des sujets liés aux dispenses de droit qu'on avait abordé assez largement à l'époque, et puis des attestations. Et en synthèse, tu nous as fait un petit point d'étape sur le sujet, et je me rappelle que tu nous avais promis quelque chose, c'était le fameux formulaire type. Et oui, alors sans transition, c'est absolument rien à voir avec ce qu'on vient de dire, mais c'est quand même un sujet, c'était pour clore avec ce webinaire. On avait dit la dernière fois, on avait parlé parce qu'évidemment on se fait bombarder de textes, et le dernier texte est quand même sorti génialement le 30 décembre 2015, pour application au 1er janvier, c'était jusqu'à présent, je vous avais dit que vos régimes étaient obligatoires et que vous pouviez, si vous le souhaitiez, prévoir des dispenses, et que si vous n'aviez pas prévu cette dispense, il n'y en avait pas. Eh bien, j'ai changé d'avis, et bien maintenant il y aura des dispenses de droit. C'est-à-dire que vous les ayez prévues ou pas, vos régimes obligatoires contiendront des dispenses, parce que légalement, il a été décidé qu'il y aura des dispenses. Enfin, ça partait d'un bon sentiment, parce que l'idée était d'éviter les doubles couvertures. Oui, ça partait tout à fait, c'était très logique en fait. C'est la suite logique de la généralisation des frais de santé au 1er janvier 2016. Dès lors que tout le monde, dès lors qu'il est salarié, aura une couverture santé, certaines couvertures santé étant adhésion famille obligatoire, on allait se retrouver avec des gens qui allaient être couverts de tous les côtés, qui allaient payer de tous les côtés. Donc il fallait quand même prévoir des portes de sortie. Si les entreprises les avaient prévues dans le cadre de leur mise en place, tant mieux, mais certaines ne les avaient pas prévues. Donc il fallait des dispenses de droit. Donc c'est le sujet des dispenses de droit de la dernière webconférence, je ne vais pas revenir dessus. On avait dit cependant, la lettre circulaire du 29 décembre 2015 avait dit, non seulement je vais vous prévoir des dispenses de droit, mais en plus, pour vous aider, vous n'aurez pas besoin de vous justifier, vous n'aurez pas besoin de demander un document officiel auprès de l'assureur, vous pourrez attester sur l'honneur que vous êtes bien couvert et que donc vous avez le droit de sortir du régime. Attention, sortir du régime à un certain moment, hein, pas à n'importe quel moment. Et donc pour ça, pour que ce soit encore plus simple, je vais produire en janvier 2016 un formulaire type qui vous permettra de vous dispenser hyper facilement auprès de votre employeur. Mais janvier 2016, c'était il y a 3 mois. Eh oui, et pourtant on n'a pas de formulaire type. Eh ben non, parce qu'il n'est toujours pas fait. En revanche, on nous avait dit, mais vous l'aurez fin mars. Ah, mais fin mars, c'est passé puisqu'on est le 6 avril. Eh ben il n'y a toujours pas de formulaire. C'est ce que je voulais vous dire ce matin, c'est que on est toujours en attente du formulaire type, promis par la question-réponse du 29 décembre 2015, attendu pour la fin du mois de janvier. Il nous a été dit qu'on l'aurait à la fin du mois d'avril. Donc on l'aura a priori cette année. Oui, à la fin du mois d'avril, mais peut-être d'une autre année, je ne sais pas. En tout cas, on aura peut-être un jour un formulaire. Donc vous l'avez bien compris, c'est notre mauvais esprit habituel qui
qui surnage. Malgré tout, tu voulais faire une petite alerte sur les sujets de paramétrage. Oui, certaines dispenses. Il y a une des dispenses qui est « je ne rentre pas dans le régime parce que le fait de rentrer dans le régime me donnerait droit à une couverture inférieure à 3 mois ». C'est pas un CDD inférieur à 3 mois, hein. C'est me donnerait droit à une couverture inférieure à 3 mois. Ça vise les personnes qui changent beaucoup d'entreprises, les saisonniers. Et ce que souhaitait le législateur, et là c'est une très bonne idée, c'était de dire je préfère que ces personnes se couvrent par elles-mêmes, plutôt que de changer, de s'affilier, de se désaffilier systématiquement. Et puis à chaque fois qu'elles changent d'employeur, elles bénéficieront d'un versement santé, autrement appelé chèque santé, qui leur permettra de payer cette couverture. Et ce versement santé sera l'équivalent de la participation patronale qu'ils auraient perçue s'ils avaient adhéré au régime d'entreprise. Eh bien, on a eu des questions sur c'est quoi ce chèque santé, je vais devoir faire un chèque. Non, il n'y a pas de chèque à faire, c'est juste une ligne sur la fiche de paye. Et ce qu'on voulait vous rappeler, c'est que il faut penser à paramétrer le chèque santé, donc le versement santé, dans le logiciel de paye. Et puis, pour aider tout le monde, vous avez réalisé une synthèse de ces 4 dispenses, parce que ça devient un peu compliqué, entre les 4 dispenses qui sont de droit et les 4 dispenses qui étaient possibles dans les actes des entreprises. Vous avez fait un petit document. Oui, on a fait un document qui est à disposition de nos clients et de nos chargés de clientèle. Donc, je rappelle que vous pouvez l'utiliser. Vous avez effectivement, comme tu l'as dit, les différents cas de dispense, mais également les différents moments où le salarié peut faire la demande. Et ça, c'est assez problématique et c'est important, c'est crucial même. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce tableau. Très bien. Alors, je pense que nous arrivons à la fin de ce webinaire. Je me tourne vers Lise Rousseau et je vois que nous n'avons pas de questions, ce qui prouve que nous avons été parfaitement clairs. Et, ou assommants. Ou assommants, éventuellement. En tout cas, je vous remercie Pascal, Léa. Peut-être Pascal, une petite synthèse de ce qu'on vient de dire aujourd'hui avant de se quitter. Oui, en 2 mots, on a vu plusieurs sujets. Le 2% solidarité, c'est une histoire de fonds dédiés suite à l'obligation d'avoir un organisme recommandé, enfin pas l'obligation, à la possibilité d'avoir un organisme recommandé. Ce qu'on retient sur ces 2%, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'études sur le sujet, que Léa a mené une étude qu'on est en train de finaliser, et de cette étude, il ressort quoi? Que globalement, tout est dans la convention collective, il fallait regarder sa convention collective pour voir comment c'est organisé dans notre branche, qu'il y a des commissions de suivi et que ces fonds peuvent être utilisés de différentes manières et qu'il n'y a pas eu beaucoup d'imagination de la part des branches qui ont déjà prévu quelque chose, qui globalement ont collé au décret, sauf certaines branches qui ont été assez imaginatives, quelques-unes très rares, et qui ont imaginé des actions de solidarité propres au secteur. Et donc il faut suivre ce sujet. La Puma. La Puma, on retient que c'est un sujet qui va nous intéresser. Pourquoi? Parce que ça modifie une définition qui est la définition d'ayant droit sécurité sociale majeure et que cette définition va disparaître et que donc si dans vos contrats d'assurance, vous avez possibilité d'avoir des cotisations différentes selon que vous ayez un conjoint qui est ou pas ayant droit au sens de la Sécu, il faut absolument revoir vos contrats assez rapidement parce que cette définition va disparaître. Alors, le dernier sujet, c'était le tiers payant généralisé. Le tiers payant généralisé, également à suivre, il y a un calendrier, ça commence en juillet 2016, ça se termine fin d'année 2017, et c'est quelque chose qui, au départ, prévoyait le tiers payant sur l'ensemble des frais médicaux, mais qui a été en partie censuré sur la partie complémentaire à suivre. Est-ce que ça va reprendre ou pas, on ne sait pas, si c'était rédigé différemment. En revanche, c'est resté sur la partie sécurité sociale. Ça voudra dire qu'à horizon 2017, fin 2017, il y aura le tiers payant généralisé pour tous les frais, tout pris en charge par la Sécu, mais ça pose plein de problèmes techniques, notamment au niveau de l'euro forfaitaire, aussi au niveau du fait que les médecins n'en veulent pas. Et enfin, ça pose une problématique qui pourrait nous faire très peur en matière de contrat responsable, c'est qu'il est également prévu, bien que ça ait été censuré par le Conseil constitutionnel la partie complémentaire, que pour garder le caractère responsable, nos contrats doivent prévoir également un tiers payant à la fin de l'année 2016, donc dès janvier 2017. Si ce texte, qui normalement devrait sauter, puisque le Conseil constitutionnel a décidé que c'était un anticonstitutionnel, ce texte donc devrait sauter, mais s'il ne sautait pas, on allait se retrouver en fin d'année avec un risque à gérer. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prévoit obligatoirement le tiers payant pour notre partie complémentaire ou pas? Sachant que ce n'est pas évident à mettre en place. Donc à suivre. 3 sujets importants à suivre, et puis le 4e que tu avais rappelé, qui est le droit de suite, c'était sur les dispenses de droit et le chèque santé, là aussi à regarder, à suivre. Oui, et puis dès que le formulaire sort, non parce qu'on plaisantait tout à l'heure, mais il va probablement sortir avant la fin du mois d'avril, dès que le formulaire sort, bien on le mettra à disposition. Oui.
Très bien. Ben, merci beaucoup en tout cas de votre attention. Léa, Pascal, merci de vos présentations respectives. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger le support dès que vous allez vous déconnecter de cette webconférence. Il va se charger automatiquement. Vous pouvez l'enregistrer. Il est en format PDF. C'était la dernière session de ce webinaire qui était consacré aux 2% solidarité, à la PUMA qui bondit sur la santé, comme dirait Pascal, à la loi santé au tiers payant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers vos chargés de clientèle qui sont vos vrais référents et vos bons référents et qui ont, si ce n'est les réponses, au moins la capacité à interroger Pascal et Florence si besoin. Nos prochains webinaires seront en juin sur des sujets que nous n'avons pas encore identifiés, mais je pense qu'il y en aura certainement beaucoup et en tout cas des suites de ce qu'on a pu se dire sur le webinaire de ce trimestre. Et je vous remercie de votre attention, bon appétit à tous et à bientôt. Au revoir. Au revoir.